Bonjour, je suis aujourd'hui avec Guillaume Besson de Nature en Conscience. Guillaume est ethnobotaniste, il est animateur nature, il est cuisinier de terrain, il va nous expliquer ce que ça veut dire dans quelques minutes. Et on va échanger autour d'un sujet qui nous passionne tous les deux, qui sont les plantes médicinales de montagne. Et ça va se situer dans le terrain de jeu de Guillaume, qui est entre la Haute-Savoie et la région du Valais en Suisse. Salut Guillaume, content de t'accueillir ici en Provence. Alors la petite histoire sur comment on s'est connus, la voici. Alors tu co-organisais une fête des plantes en Haute-Savoie, tu m'as invité pour faire une présentation et pendant quelques jours tu m'as fait visiter ton coin, tes sites de cueillette, on est allé ramasser du carvi, tu m'as fait découvrir l'impératoire, on est allé voir le génépi en altitude dans les pierriers. D'ailleurs, je me souviens, tu m'as dit ce jour-là, ça va monter un petit peu. Est-ce que c'est bon pour toi? Donc, rappelle-moi combien on a fait de dénivelé ce jour-là? On a fait quasi 2000 mètres de dénivelé. Ouais. Moi je disais, bon, un gars du Sud, est-ce qu'il a vraiment le niveau? Et puis bon, c'est toujours qu'on parlait beaucoup des fois. Ouais, c'est ça, ouais, tu m'as un peu testé. Et au final, c'est vrai que Tu m'as testé, j'étais mais impressionné. Oui, alors j'oublierai pas, j'ai essayé de prendre ma revanche hier avec une boucle de 15 km et un dénivelé de 500 mètres qui t'a plutôt fait marrer. Et en plus, tu avais 15 kilos sur le dos vu que tu transportais ta fille. Mais bon, on a vu pas mal de plantes du sud, donc mission accomplie. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que tu m'as super bien accueilli avec simplicité, avec authenticité, deux choses qui deviennent de plus en plus rares de nos jours. Donc déjà, merci. Alors, pour démarrer, Guillaume, on aimerait bien connaître un petit peu ton histoire. Comment est-ce que tu en es arrivé aux plantes médicinales? Ouais, c'est un long parcours. Donc, c'est jamais commun, mais je pense que n'importe quel parcours est jamais commun. Déjà, bon, je suis quand même issu d'une région assez nature, assez sauvage. Donc la Loire, donc j'ai beaucoup été habitué au plateau du Massif central, dont la fameuse gentiane. Et c'est vrai que bon, bah voilà, c'est vrai que mon père me donnait quelques plantes quand j'étais petit. Mais c'est vraiment, voilà, moi j'ai toujours ce côté, j'ai besoin d'être dans la nature. J'ai commencé à vraiment le sentir adolescent. Et de plus en plus, ça venait. Et c'est vraiment quand je me suis retrouvé dans les Alpes. Je sais pas pourquoi j'ai eu une attirance par les Alpes. Et c'est vraiment quand je me suis retrouvé là-bas avec cette richesse florale. Donc, quand j'étais durant mes études, j'ai étudié les bases de la botanique. Et c'est vraiment après, une fois que je me suis retrouvé, d'ailleurs même à 2000 mètres d'altitude, j'ai vécu pendant 6 mois. Et là, j'ai vraiment découvert, et beaucoup déjà avec les anciens. J'ai toujours des rencontres un peu par hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et ils commençaient à me parler de cette plante, telle plante, je les utilisais, je suis tiens. Puis bon, je suis curieux de nature et voilà, ces bases botaniques m'ont beaucoup aidé pour connaître ces plantes. Commencer à les utiliser, bah voilà, j'ai dit tiens, moi ça m'intéresse. J'ai fait mes macérats, je faisais mes préparations. Ça restait simple et petit à petit, toujours plus loin. Et je me suis retrouvé par le travail en Suisse. Et là, ça a été vraiment une explosion parce que, et surtout en Valais, j'ai vraiment découvert qu'en Valais, la culture des plantes était exceptionnelle. En fait, l'histoire des plantes était exceptionnelle dans toutes ces vallées. En fait, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. Tu découvriras sûrement plus l'année prochaine. On en reparlera. Et par mon travail à l'époque, j'étais dans un petit office de tourisme. J'ai lancé le salon de la santé par les plantes en 2012, qu'on a relancé cette année et qui va perdurer. Ouais, on espère. Tu viendras, bien sûr. Et par ce salon, j'ai vraiment découvert toute cette vie qu'il y avait autour des plantes, en fait, et qu'on ne sait pas forcément. Vraiment, tous ces petits producteurs, ces cueilleurs, ces conférenciers, et il y a une richesse, vraiment des tout petits producteurs qui font des produits exceptionnels. Et là, j'ai vraiment découvert un cercle. Je me suis rentré dans ce cercle. On m'a accueilli à bras ouverts. J'ai connu des belles personnes, entre autres Germaine Cousin, qu'on en parlera. Parler de Germaine. Voilà, sûrement. Beaucoup d'autres. Isabelle, qui est une cultivatrice qui est exceptionnelle aussi, qui est une amie. Et par ce biais-là,
rentré de plus en plus, je me suis formé de plus en plus, encore plus à l'ethnobotanique, aux plantes médicinales bien sûr, fait des tests toujours sur moi, j'ai vraiment vu les résultats, je fais wow, c'est impressionnant, mon entourage aussi. Et voilà, petit à petit, on continuait, et jusqu'au jour où je me suis lancé, hein, on s'est lancé dans l'inconnu, et animer ces sorties en nature, découverte des plantes qu'on a autour, les expliquer assez simple au niveau de la botanique, mais vraiment pour revoir les confusions possibles avec d'autres plantes, et leurs vertus culinaires et médicinales. Et c'est vrai que le côté culinaire, pareil, au niveau de la cuisine, si on part sur ce côté-là, c'est une autre passion. Et quand tu disais tout à l'heure cuisiner de terrain, c'est que moi c'est pareil, la cuisine, c'est j'ai voulu faire ma propre cuisine. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer des chefs cuistots qui m'ont formé à pas mal de choses. Moi je leur montrais les plantes, eux ils me forment sur d'autres choses. Mais par contre j'ai développé ma propre cuisine. C'est vrai que j'aime bien travailler les légumes, les légumineuses, les céréales anciennes, enfin voilà tout ce monde. Une alimentation plus saine que j'ai transformée aussi pour moi hein, déjà. Et bien sûr en intégrant les plantes. Et là, c'est vrai que quand on voit la richesse des plantes sauvages, parce que on le sait maintenant qu'on a des terres qui sont énormément fragilisées, et même les légumes bio, hein, on sait qu'on a perdu énormément, et que l'alimentation actuelle est énormément carencée, et si on ne prend pas des compléments, c'est très compliqué, hein, faut le dire. Et c'est vrai qu'avec les plantes sauvages, pour moi, c'est un complément exceptionnel. Et on le sent quand on mange, quand au printemps on revient les plantes, c'est waouh, c'est explosif, on sent le corps être tonifié. Et c'est vrai que petit à petit, j'ai appris à découvrir vraiment, à intégrer ces plantes sauvages dans l'alimentation quotidienne, sans aller en excès, montrer comment on les travaillait. Et déjà, on arrive à trouver des plats très savoureux, gourmand et en plus ultra riche. C'était assez exceptionnel. Alors, j'ai fait ta sortie botanique l'été dernier. J'ai suivi les préparations culinaires que tu nous as fait faire sur place. Alors, c'était d'une richesse gustative assez incroyable. Et puis, j'ai l'impression que tu es vraiment un innovateur avec ta manière de préparer, de combiner, d'associer tous ces goûts et ces couleurs du sauvage. Et puis tu adores expérimenter. Et ça, dans mon expérience, tu vois, c'est une composante commune à tous ceux qui ont vite progressé dans le monde des plantes. On ne peut pas garder ce savoir à l'étage du mental. Il faut l'amener dans le physique, il faut l'amener dans les mains. Il faut faire pour reconstruire une expérience qu'on a perdue. J'aimerais revenir sur cette région du Valais en Suisse parce qu'il y a un point qui m'intrigue. Tu dis qu'il y a une richesse incroyable du savoir sur les plantes par rapport à d'autres régions. Est-ce que c'est dû au fait que la vallée est fermée avec un savoir des anciens qui est resté relativement préservé en fait, qui n'a pas été pollué par l'extérieur ? Je trouve en tout cas, en Haute-Savoie, il y a ces savoirs, mais j'ai l'impression qu'ils ont été un peu plus perdus. Et c'est vrai qu'en Valais, on les retrouve, même s'il y a des choses qui se sont un peu perdues, on les retrouve. Entre autres, une personne comme Germaine Cousin a vraiment essayé d'aller chercher tous ces savoirs dans les différentes vallées. Et elle a pu les écrire aussi. Mais voilà, il y a d'autres personnes qui l'ont fait, qui le font. On va souvent rencontrer des personnes. Alors des fois, ils nous sortent les noms des plantes. Voilà, c'est en patois, donc ils ne peuvent pas les nous montrer sur le terrain parce qu'ils sont un peu âgés. Alors c'est un peu compliqué. Bon, ok, c'est patois. Après, il faut discuter avec des plus jeunes. Voilà, cette plante, le nom patois. Puis on arrive à trouver. Mais vraiment, et puis après, toutes les histoires qui sont liées avec. Si on parle juste du génépi avec l'achillée musqué, l'histoire est très intéressante. Raconte-nous cette histoire du coup. C'est pas mon histoire, mais moi je l'ai entendu, je la trouve exceptionnelle. C'est vrai que dans la vallée du Grand Saint-Bernard, moi j'ai vécu un moment, une très très belle vallée. Si vous voulez faire un peu de tourisme, vous allez vous régaler. En fait, les parents allaient chercher le génépi. Bon, le génépi, il faut savoir, tu te souviens l'autre fois, il a fallu crapahuter un petit peu. Ouais. Donc, c'est pas des terrains faciles. C'est une plante qui aime bien pousser dans des pierriers, des rocailles, où on n'y va pas par hasard. Hein, voilà. Donc, souvent, c'est pas très adapté aux enfants. Et les enfants restaient plutôt en bas, avec les personnes âgées, et les parents allaient chercher le génépi. Ils leur disaient vous allez ramasser votre génépi vous en bas sur les terrains un peu gras
de cette vallée. Il y en a un peu ailleurs aussi. Et c'était c'est la Chili musquée. Et la Chili musquée, un parfum, Ah oui. ça arrive. Alors oui, parfum exceptionnel, on en a ramassé. Elle fait des infusions absolument magnifiques. Et elle est de petite taille, soumise au vent et à ces climats très rudes. Et d'ailleurs, lorsqu'on a observé le Génépi en altitude, ça soufflait vraiment fort. Et il a fallu que tu me montres cette petite achillée qui était à mes pieds. Hein. Sinon, je ne sais pas si je l'aurais vue. En tout cas, le parfum était assez exceptionnel. Ah oui, et du coup, après, pour finir la petite histoire, c'est qu'ils préparaient bien sûr les liqueurs au Génépi. Ils mettaient toujours la petite poignée des enfants dedans. Et ils ont remarqué qu'en fait, la saveur. Alors, il fallait même pas trop mettre d'achillée parce qu'elle prenait le dessus sur le Génépi pour D'accord. montrer la saveur. Et moi, je trouve que c'est mon ami, mais un coup de Génépi poivré. Donc, moi, je fais même des tests juste de simple liqueur à l'achillée. C'est waouh. Tu t'intéresses beaucoup à l'ethnobotanique, c'est-à-dire l'intersection entre la plante et la vie humaine et les habitudes locales. On a parlé d'une longue liste de plantes lorsqu'on était tous les deux dans ta région, mais il y en a deux qui m'interpellent toujours. La première parce que c'est une grande plante de notre pharmacopée, hein, la gentiane. Alors, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais tu m'as fait découvrir une préparation que j'ai trouvée très intéressante, qui est très simple à faire, relativement douce hein, pour une plante de cette amertume, et que moi j'ai utilisé, que j'ai pris pendant plusieurs semaines et qui m'a vraiment fait du bien. J'ai ressenti cet effet tonique général. C'est ce que tu appelles l'eau de gentiane. Alors explique-nous comment tu la prépares et dans quelle situation on l'utilise. Alors, qu'est-ce que c'est? On retrouve, hein, c'était plutôt les anciens. Moi, je suis en Haute-Savoie, ils ont eu préparé un petit peu, mais c'est surtout au Massif central où les anciens utilisaient ça quand ils allaient au champ. Mmh. Et puis, voilà, c'est un métier rude où bah, les soirs, ils faisaient souvent un peu la fête, et puis le lendemain, ils devaient rattaquer très tôt. Donc, voilà. Et ils utilisaient cette eau de gentiane, en fait, et ils mettaient. Alors, en fait, si vous connaissez pas la gentiane, faites attention, hein, j'en ai ici. Qui a été réduit en morceaux, hein, et c'est très amer, c'est une plante, tu connais, hein, c'est très 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 amer, donc il faut vraiment la dompter cette amertume, mais il faut y aller très léger, et on met 2-3 morceaux comme ça, sèches ou frais, on met un peu plus si c'est frais, et plante séchée, ouais, 2-3 morceaux dans un litre d'eau froide, tiède, on laisse toute la nuit, et puis le lendemain on garde ou on filtre, et puis on a une eau. Ouais, qui est amère, mais qui est plus douce, en fait, qui est colorée déjà. Et c'est vraiment une eau qui est tonique, qui est vraiment tonique, qui va beaucoup nous booster. Hein. Si on fait une petite cure, moi, c'est vrai qu'on arrive souvent à faire des petites cures à l'automne, par exemple. Ça, on sent vraiment la plante agir. Et derrière, ben, elle a aussi cette action sur le foie, protectrice du foie. Et c'est vrai que quand on est en montagne, le soir, on a travaillé au champ, on aime bien boire quelques verres, hein, on est d'accord. Et si on exagère un peu, bah, c'est vrai que le lendemain, c'est peut-être un peu dur de rattaquer. Et c'est vrai qu'en prenant la gentiane la journée, on peut boire quelques verres le soir, le lendemain, vous êtes nickel. Pour l'avoir testé, alors pas que je fais des abus d'alcool parce que j'ai une tolérance assez basse, mais j'ai remarqué qu'effectivement, pendant la période où je prenais l'eau de gentiane, eh bien, ma tolérance à l'alcool était bien meilleure. Et j'ai aussi remarqué un effet tonique digestif, un effet tonique général, comme je le disais. Et moi, je mets 3 morceaux de racines dans 1 litre d'eau, je laisse macérer toute la nuit, je bois mon litre le lendemain. Et ce que j'ai apprécié, c'est le fait qu'on peut verser à nouveau 1 litre d'eau sur les mêmes racines, et on peut faire ça peut-être 3 ou 4 fois, et les racines continuent de donner. Alors bien sûr, l'amertume va diminuer au fil du temps, et puis au bout de 2-3 jours, on peut composter les racines et puis en mettre d'autres. Et puis ce qui m'a plu, c'est que tu prends une plante qui est très puissante à la base, vraiment très amère, que certaines personnes ont du mal à tolérer, et tu transformes ça en quelque chose de beaucoup plus doux, et que du coup, bah, on peut faire sur une période beaucoup plus longue, parce que c'est facile à ingérer. Alors j'ai commencé à conseiller cette préparation, autour de moi, je n'ai pas encore beaucoup d'expérience à ce stade, mais j'ai commencé à avoir de bons retours, donc ça c'était vraiment sympathique de découvrir ça. Une autre plante que je connaissais pas du tout, c'est l'impératoire, et là rien que le nom m'intrigue parce que ça me fait penser à impératrice. On sent que le nom déjà renferme une certaine
puissance. Alors j'ai fait des recherches sur l'utilisation traditionnelle dans le fournier par exemple, et effectivement on voit qu'elle était utilisée pour une longue liste de situations, mais il n'y a pas beaucoup d'informations, c'est toujours assez bref, il n'y a pas beaucoup de traces écrites en fait dans les ouvrages classiques, mais on voit effectivement que, un petit peu comme une angélique, elle agissait à de nombreux niveaux. Alors de ton côté, qu'est-ce que tu as trouvé au sujet de cette plante ? Alors, l'impératoire, je l'ai vraiment découvert en Valais. Vraiment, pour le coup. Autant on la trouve... alors, c'est une plante dite de montagne, hein, vraiment. J'ai pu la voir dans le Mercantour, pas mal dans les Alpes. Mais en Valais, alors déjà, en Valais, dans certains endroits, vraiment en abondance. Donc vraiment en abondance à plus de 2000 mètres d'altitude. Donc déjà, voilà, ça montre aussi pour la cueillette, quand on a une plante en abondance, on pourra plus facilement l'utiliser. Et c'est vrai que quand j'écoute tous ces anciens, ils l'utilisaient pour tout. Donc on parle souvent des vertus adaptogènes, en fait. Comme le ginseng, hein. Souvent il y a des références par rapport à ça. Moi personnellement, je trouve que elle est donc une plante très tonique amère, hein, aussi de nous. On reste sur l'amertume, hein, voilà, on la quitte pas cette amertume, mais voilà, l'amertume, une fois qu'on l'a adoptée, on l'a apprivoisée, elle nous fait tellement du bien, hein, si on revient sur la gentiane. Et donc tonique générale déjà, donc va nous rebooster. Après, tout ce qui est aspect troubles digestifs va vraiment nous aider. Mais elle était utilisée également pour tout ce qui était affection respiratoire. Ils la prenaient en prévention parce qu'à l'époque, ils avaient peur de la tuberculose, des pneumonies. Hein, voilà, il faut remettre le contexte. Hein, des vallées complètement isolées, enfouies sous la neige, où on ne pouvait pas sortir. Il fallait se soigner, prévenir des maladies graves. Et ils l'utilisaient vraiment en prévention, directement en cataplasme sur les poumons, hein, pour tout ça. Pour tout ce qui était bronchite, hein, elle est beaucoup utilisée. Et après, moins connu, tout ce qui est autour de la peau, ses vertus cicatrisantes et anti-inflammatoires. Donc moi j'ai trouvé des baumes à l'impératoire pour les genoux, pour les problèmes articulaires aux genoux. D'accord. J'ai pu goûter la feuille. Tu m'avais fait passer des feuilles sèches que j'ai consommées en tisane. Et déjà, j'ai bien senti une certaine puissance. Et comme pour toutes ces apiacées, on sait que souvent, la vraie puissance va se retrouver dans la racine. Et pour parler rapidement de l'angélique, on conseille souvent les fruits qu'on appelle dans le commerce les graines ou les semences. Mais la racine est tellement plus puissante. Pour moi, c'est littéralement un autre remède. Et avec l'impératoire, j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil. Donc déjà, la feuille a cet aspect âcre, fort, aromatique, qui laisse présager un grand tonique, en fait. Et cette notion de tonique, ça fait plusieurs fois qu'on en parle dans notre discussion. Et j'estime qu'on a perdu la compréhension profonde de tonique, hein, qui est super importante, parce que ce sont des plantes qui, peu à peu, rebâtissent ou disons soutiennent la plupart des processus physiologiques. C'est vraiment une action aux fondations de nos fonctions vitales. Mais ces plantes requièrent parfois une période un petit peu longue, qui est difficile à accepter à une époque où on a l'habitude de la petite pilule qui fonctionne immédiatement. Mais c'est une action tellement subtile et tellement importante à comprendre aujourd'hui dans une époque d'abondance, mais de dénutrition, de confort de travail par exemple, mais d'épuisement nerveux. Oui, puis si je rebondis là-dessus, maintenant on veut tout de suite. Et tous les anciens, en général, ils faisaient des cures de prévention avant l'hiver, des cures de 3 semaines, voire même plus. Et c'est ça la base, en fait. Et ça, on l'a perdu. C'est vrai, on a perdu ces habitudes anciennes pour basculer vers une modernité de la plante qui demande des formes toujours plus concentrées, standardisées, titrées en actif. Mais le prix, c'est qu'on a perdu ce contact avec le vivant. Si je finis sur l'impératoire en termes culinaires, elle est aussi très intéressante. Plutôt les feuilles. Quoique les racines, j'ai testé, voilà, c'est toujours des tests aussi. Alors, on a quand en cuisine, on sait, on a des échecs. Hein, donc, tout
qu'est plante amère, faire très attention au dosage, la préparation, comment c'est infusé, pas trop longtemps, pas trop fort, hein, parce que plus tu chauffes fort, plus l'amertume se développe. Hein. Enfin voilà, il y a tout ça. Donc la racine, c'est vrai qu'elle peut être, elle peut être travaillée dans un corps gras, dans du lait, pour faire quelques desserts. Voilà. Dose très modérée, il faut vraiment bien jongler. Par contre, moi, je trouve très intéressant les feuilles. D'accord. Les feuilles, alors souvent une amertume, quoique quand elles sont jeunes, on pourrait même les travailler comme ça, légère amertume, donc c'est pas très grave. On fait moi je fais entre autres des sauces vertes avec, sur des céréales, c'est ultra bon. Puis t'as goûté, t'as senti, c'est puissance en bouche. Voilà. Après c'est une plante qu'on n'exagère pas, hein. Voilà, une plante qui est très puissante, donc même en termes, donc déjà en termes médicinaux, mais en termes juste de culinaire, on n'exagère pas. Donc c'est des petits dosages et puis c'est très puissant déjà en bouche. Alors oui, je t'ai vu travailler en cuisine avec passion. C'est vrai que la partie culinaire des plantes sauvages, c'est pas une partie que je maîtrise moi. Pour la partie médicinale, déjà, on se pose toujours pas mal de questions au sujet de l'équilibre des goûts, parce que on conseille des mélanges de plantes qui sont parfois, allez, il faut le dire, un petit peu raides à boire, donc il faut arriver à faire un équilibre des goûts. Par contre, en cuisine, on est à un niveau vraiment au-dessus, et je t'ai vu utiliser de petites quantités de beaucoup de choses, en fait, hein, pour faire tes boissons et tes plats. D'ailleurs, je vois que tu nous as apporté de sympathiques petits fruits de couleur. On va y revenir parce que tu nous as préparé hier une super boisson qui stimule l'immunité. Tu vas peut-être nous donner la recette. Mais d'abord, j'aimerais que tu nous parles de Germaine Cousin, parce que je vois bien que pour toi, ça a été une grande inspiration. Tu me l'as présenté l'été dernier et c'est vrai qu'on a eu la chance de tous être au même hôtel, donc on a pu partager des repas avec Germaine et écouter son histoire, qui est quand même assez unique. Comment as-tu rencontré Germaine et qu'est-ce que tu as retenu d'elle en fait au fil des années? Alors Germaine, moi je l'ai rencontrée grâce au salon de la santé par les plantes où je l'ai vue sur un autre salon, puis je voulais vraiment la faire venir. Et on a accroché tout de suite. Et elle me dit oui, je viens, et pas de problème. Et puis c'est vrai qu'elle est venue, elle est venue la première année, puis après elle est venue quasi toutes les années. Et puis c'était toujours un plaisir à chaque fois c'était un plaisir pour elle, nous de l'accueillir, et puis elle qu'elle vienne, et puis toujours le public qui vient l'écouter. Alors elle sortira jamais une seule vraiment comment dire, études scientifiques, mais par contre c'est tout basé sur le terrain et c'est ça qui est génial, c'est qu'elle a retrouvé tous ces savoirs dans les vallées, elle les a utilisés pour elle, mais si vous l'écoutez sur des conférences, enfin voilà, elle est quand même passée par des phases où elle a eu des problèmes, des problèmes de santé, où elle s'est guérie vraiment, et elle en parle, elle remerciait même d'avoir ces problèmes de santé pour tester des plantes. Bon, c'est impressionnant. Et là, elle a 97 ans, 97 ans, au dernier salon de la santé par les plantes, debout pendant 1 heure à faire une conférence. Ouais, on peut dire ce qu'on veut, tant que voilà. On est en admiration. Voilà. Elle a eu cette période de sa vie où littéralement, elle a fait la tournée des villages. Hein. C'est bien ça, pour aller récupérer ce savoir. C'est ça. Et surtout, bon, moi, je l'ai entendu plus d'une 50aine de fois, son histoire que je trouve exceptionnelle. Mais tu vois, j'arrive plus à remettre exactement l'âge, mais elle a eu un accident de luge, hein, faut remettre le contexte, quand elle était petite. Et les médecins disaient qu'elle disait à sa maman qu'elle serait sûrement paralysée. Et sa maman y a cru, il lui a fait, lui a badigeonné pendant très longtemps, je crois plus d'1 an, elle était couchée. Hein. La lotion d'arnica, de teinture d'arnica et de macérat huileux de millepertuis sur la colonne vertébrale, et elle s'est relevée, et puis en pleine forme. Et puis quand on la voit là, à cet âge, voilà, et elle a compris ça, et c'est vrai qu'elle a compris qu'il y avait une richesse de toutes ces plantes qu'ils avaient autour, et qu'il fallait les garder. Et du coup, voilà, elle a fait la tournée, elle a écrit des livres pour que ça perdure, en fait, pour que ce savoir perdure. Et c'est vraiment une personne qui a besoin de transmettre, et tant mieux, parce qu'on a besoin de ces personnes-là. Et si on revient plus sur le côté personnel avec moi, elle me disait toujours, parce qu'on parlait beaucoup des plantes, elle me dit, mais
toi, je sais que tu te lanceras un jour, et le jour où tu te lances, je t'aiderai, et je viendrai faire 2-3 activités avec toi. Et ça a été le cas. Et moi, je suis très reconnaissant par rapport à ça. Et on est beaucoup de monde. Et j'ai eu la chance de pouvoir avoir plus de notoriété grâce à elle. Et j'en suis très reconnaissant. Ouais. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est ce savoir populaire dans lequel on prend ce terme de simple au sens pur, c'est-à-dire l'utilisation d'une seule plante, une seule plante pour différentes conditions. Alors, c'est pas dans nos habitudes de travail, hein. Nous, on a l'habitude de faire un minimum de mélange, de formulation, parce qu'on a souvent besoin de plusieurs plantes et de plusieurs propriétés, en fait, pour accompagner une personne. Mais c'est vrai que parfois, ça peut faire un peu élitiste comparé à ces savoirs du peuple, hein, des mélanges un peu sophistiqués. Alors, on a toujours de bonnes raisons derrière ces mélanges, soyons clairs. Mais ceci dit, j'avais rarement vu une telle confiance dans une seule plante pour une condition particulière. Et du coup, j'aimerais rebondir sur cette lotion toute simple que tu prépares. Alors, moi, j'appelle ça une émulsion. Et en fait, ça n'est qu'une, hein, c'est une émulsion entre une teinture d'arnica et un macérat huileux de millepertuis. Et ça, c'est Germaine qui t'avait demandé d'en préparer pour elle. Rappelle-moi l'histoire, j'ai oublié. Non, en fait, non, c'est son fils en prépare. Donc elle a préparé. Son fils en vend. Puis moi, elle me disait, mais vraiment pour ton entourage, si ils ont des problèmes inflammatoires, articulaires, c'est un large spectre, hein. Je l'utilisais pour beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de tests. Fais cette préparation-là. C'est vrai que nous, chez nous, on a beaucoup d'arnica. Beaucoup de millepertuis, voilà, on parlera sur des cueillettes raisonnées, mais on n'a pas besoin de beaucoup pour faire ces préparations-là, et c'est juste exceptionnel. Ouais, donc du coup, je la transmets à mon entourage, et j'ai très bons résultats, très bons retours, en fait. C'est ça qui est chouette aussi. Faut secouer, hein, c'est une émulsion, on secoue avant d'utiliser, et puis on l'applique directement. Et tu nous en avais donné une bouteille qu'on a testée à la maison sur tout type de douleur articulaire ou névralgique. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Donc, merci d'avoir partagé cette recette. On va au passage parler un petit peu de la préservation de la ressource au sujet de l'arnica. Hein, c'est vraiment un sujet chaud, brûlant aujourd'hui. Je ne t'apprends rien, Guillaume. Une grosse problématique avec une surramasse. Beaucoup de mal a été fait par certains gros laboratoires de produits naturels pour faire tous les produits populaires à base d'arnica, en fait. Mais on a aussi une coexistence qui est parfois tendue entre une agriculture intensive et la survie de l'arnica. Donc, la cause de la disparition de l'arnica, ce n'est pas que la cueillette, loin de là, c'est aussi une modification du paysage à cause de l'occupation des sols par l'humain. Alors toi, en tant que cueilleur, comment est-ce que tu gères cette problématique aujourd'hui ? Alors déjà, l'arnica, il faut savoir, déjà, toujours regarder si il y a beaucoup d'endroits où c'est protégé, donc vous regardez en France, la Botanica, par exemple, vous donnons les références. Ensuite, en Suisse, infoflora.ch, là vous donneront les références. Après, si vous avez des fleurs, mais bon, là au moins c'est mis à jour parce que ça évolue beaucoup. Et entre autres, en Valais, elle a été protégée, là elle l'est plus. D'accord. Mais c'est-à-dire que ça a été protégé, c'est qu'il y a eu vraiment une baisse. C'est une plante qui a des difficultés quand même à se reproduire, et du coup il faut faire attention. Alors déjà, moi je vais dans des champs, des champs d'arnica, voilà. Et alors tout ce qui est, par exemple, pour moi, ce que je rencontre, tout ce qui est pour les coups, t'en as déjà parlé, hein, la pâquerette. La pâquerette, on peut remplacer la pâquerette facilement. Et c'est vrai que la pâquerette, bon, vous n'avez pas besoin d'aller loin pour en trouver, il y en a énormément. Donc déjà, on peut remplacer. Et après, bon, c'est vrai que le côté inflammatoire de l'arnica est quand même exceptionnel. Donc quand on cueille, on cueille une plante sur 10. Une plante sur 10, on n'arrache pas,
on n'arrache pas la racine, on prend que la fleur, enfin l'inflorescence. Mais une plante sur 10, si on fait vraiment attention. Et puis il y a un endroit où il n'y en a pas beaucoup, on ne prend pas. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que l'une des discussions du moment, c'est de dire, si toi, tu en ramasses pas plus de 10%, mais que je passe derrière toi et que je n'en ramasse pas plus de 10%, et qu'une autre personne passe derrière moi, et ainsi de suite, ben en fait, on aura ramassé 100% de la plante à la fin de la journée. Mais bon, c'est un petit peu sous-estimer nos compétences aussi de cueilleur-observateur, je trouve. Alors oui, il faut en parler pour le cueilleur amateur, mais lorsqu'on a un certain niveau d'expérience, on arrive à voir si un site a été affecté déjà par une ramasse ou pas, et on peut décider de ne pas ramasser à cet endroit parce que justement 10% ça serait encore trop. Donc des règles de pourcentage maximal de ramasse c'est bien, mais des règles d'observation très fines c'est encore mieux. Alors d'ailleurs tout ceci est super bien expliqué dans ce magnifique guide de bonnes pratiques de cueillette de plantes sauvages, donc vraiment un super bouquin. Et puis, si vous n'avez encore jamais ramassé, vous pouvez sortir avec un cueilleur expérimenté qui vous montrera ce qu'il faut faire et ne pas faire. Enfin, du moins si ce cueilleur a été bien formé. Et puis l'arnica, c'est une plante des montagnes. Voilà, moi aujourd'hui, par exemple, je ne vis pas dans les montagnes. Donc pour les coups et les bleus, je vais essayer d'utiliser autre chose. Voilà, et puis elle a une énergie qui est tellement puissante. Donc c'est vrai que je me pose souvent dans le champ, et puis c'est méditatif, vraiment. Après, c'est vrai que tu as parlé de tout ce contexte qu'on trouve en plaine, mais en montagne, avec la coexistence des plantes sauvages, de l'agriculture, la fauche, et tout ça. Je n'ai pas de jugement, quoi que ce soit, mais c'est de trouver un compromis parce que tout est lié. Et en fait, on voit qu'il y a des dérèglements. Donc voilà, c'est pas que la cueillette. C'est que si un épandage massif, l'arnica, elle n'y est plus. La gentiane, elle n'y est plus. La fauche, alors la fauche, il y a besoin pour les bêtes aussi, tout ça. Mais la fauche intensive parce qu'il faut faire propre. Ça, c'est compliqué aussi. Donc il y a quand même 2-3 peut-être changements de mentalité qui pourraient aider. Allez, on change de sujet. On m'a souvent posé une question au sujet d'une plante que je ne connaissais pas du tout. Je n'avais jamais entendu parler. C'est une vivace de la famille des Fabacées. Son nom latin, c'est Astragalus cicer, connu sous le nom d'Astragal pois chiche. Et je me suis dit, mais ça vient d'où cette histoire? J'ai absolument rien dans mes livres. Et par la suite, j'ai bien sûr trouvé que la source, c'était Germaine Cousin. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette plante? Donc, c'est une fabacée, donc voilà, comme l'astragale de Chine. Et c'est une plante alors, elle n'est pas très commune. Tout dépend où, mais c'est quand même une plante endémique et on la trouve dans quelques endroits en France, mais généralement elle est protégée, mais en Valais, et entre autres, pas de partout en Valais, mais dans sa vallée, on la trouve assez abondamment et c'est vrai qu'elle était très utilisée. Moi, c'est vrai que je la connaissais pas non plus et je l'ai pas trop utilisé, mais c'est vrai que quand on se réfère à tout ce que les vertus qu'elle a, pour moi c'est vraiment une plante adaptogène qui boostante du système immunitaire. Enfin, il l'utilise comme ceci. D'accord. C'est la racine ou toutes les parties aériennes? Alors en tout cas, ils utilisaient beaucoup les parties aériennes. D'accord. Ouais. Donc on n'a pas besoin de sacrifier la plante ou l'endommager parce qu'on va aller chercher la masse racinaire. C'est vraiment. Alors en tout cas pour le coup par rapport à l'Astragalus, moi les utilisations que j'ai vues, ils utilisent principalement les parties aériennes. D'accord. Parle-nous de 2 plantes dont nous n'avons pas encore parlé et que tu affectionnes tout particulièrement. Alors je sais que c'est toujours une torture à chaque fois qu'on nous demande de choisir 2 ou 3 plantes parce que c'est vrai qu'on aimerait bien en choisir 47. Mais bon, vas-y, fais-toi plaisir. Des plantes que tu ramasses très souvent, qui sont abondantes localement chez toi et que tu aimes utiliser et cuisiner. Bon, on a parlé de la gentiane déjà, donc voilà, ça c'est une... Alors,
on n'a peut-être pas parlé, mais Gérciane jaune, hein, on est toujours là. Regardez toujours, pareil, parce qu'il y a des statuts de protection, donc regardez toujours ces statuts-là. Si on regarde en Suisse, il y a un seul canton où il y a une réglementation, mais en France, c'est plus large. Parce que, ben voilà, on revient sur la gentiane, il y a eu vraiment de l'exploitation. Ils sont allés fort, hein, surtout sur le massif central. Donc voilà, regardez bien. Maintenant, moi, je parlais de plantes. Bah, là, j'en ai une, par exemple, une racine. Je sais pas si on la voit bien. L'angélique sylvestre. Alors, on va rester sur 2 apiacées. J'aime bien les apiacées. Souvent, les gens en ont peur parce qu'il y a des toxiques, mortels. Ça, je l'explique. Moi, j'aime bien expliquer. C'est rare, on trouve rarement des ciguës chez nous, mais ça arrive et j'aime bien pouvoir montrer les différences. Après, on a les cerfeuilles, les chérophyles, il y en a pas mal. En tout cas, si on reste sur l'angélique, moi l'angélique, l'angélique sylvestre, on connaît l'arc-angélique, mais l'angélique sylvestre, elle est très discrète avant que sa tige florale n'apparaisse, donc sa dernière année. Et c'est une plante vraiment très discrète qui se trouve plutôt dans les endroits humides et on la voit quasi pas en fait. Si on fait pas attention, si on la connaît pas vraiment, on n'y fait pas attention. Par contre, sa dernière année, elle a cette tige florale qui va se développer vraiment une tige très 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 grosse et une ombelle qui est assez grosse. Donc on la voit, on dit waouh, c'est quoi cette plante? Mais c'est trop tard pour la racine, parce que c'est surtout la racine qui nous intéresse. Quoique, on utilise... Alors moi, c'est vrai qu'en termes culinaires, j'utilise pas mal les pétioles, donc les tiges des feuilles, il ne faut pas confondre, qui ont de l'amertume, mais on peut les travailler différemment. On peut les travailler, faire des petits chutneys, on peut les faire à l'aigre doux, par exemple. Bien sûr, on peut faire on dit les tiges confits, mais c'est plutôt ces pétioles-là. Donc assez intéressant. Et cette racine, elle est juste parfum aromatique et ultra puissant, hein. Je te la passe, hein. Là, on l'a accueilli la semaine dernière. Et voilà, on revient sur ces toniques amères, ces plantes toniques amères, toniques digestives, donc utilisées pour tous les troubles digestifs. Et après, quand on va chercher un peu dans la littérature ancienne, c'était des plantes qui étaient utilisées pendant la peste. Les vinaigres des 4 voleurs, il y avait l'angélique dedans. On trouvait que les enfants, à ces époques-là, ils faisaient des pendentifs avec un morceau de racine d'angélique. Donc à l'époque, ils n'avaient pas peur de l'amertume, hein. Le sucre n'était pas très présent dans la cuisine. Et c'est vrai qu'elle était énormément utilisée comme plante anti-infectieuse. Et ça s'est perdu. On a préféré utiliser faire venir ces plantes exotiques, plus de saveur, beaucoup moins amères. Et ces plantes sont tombées un peu en désuétude, mais c'est des plantes qu'on a autour de nous. Et moi, mon but, en fait, c'est vraiment de chercher les plantes locales qu'on a autour de nous, en fait. Et entre autres, moi je me focalise sur ces plantes alpines et surtout dans ma région, en fait. Et l'angélique sylvestre en fait partie. Et on en a beaucoup. Ouais. Voilà, donc le but, c'est pas de toutes les arracher, mais quelques-unes. Surtout qu'on n'a pas besoin de beaucoup de racines pour notre propre utilisation. C'est comme la gentiane, on n'en a pas besoin de beaucoup. Un tout petit peu. C'est suffisant. Qu'est-ce que tu penses de la mention que l'on trouve souvent dans les ouvrages classiques des années 1800 à début 1900 et qui place l'angélique archangélique, donc Angelica archangelica, celle cultivée dans les jardins, bien au-dessus en force thérapeutique par rapport à l'angélique des bois, donc Angelica sylvestris, la sauvage, qui va être positionnée, elle, comme relativement faible? Moi, je suis pas forcément d'accord parce que je la prends. Ouais. Tu sens la puissance. Ouais, je sens la puissance. On peut déjà juste au parfum, on peut la sentir. Ouais. Mais c'est vrai que peut-être aussi une facilité de la cultiver, donc c'est beaucoup utilisé. Mais aussi, il y a quand même, il faut y revenir, l'arc-angélique est moins amer. Ouais. Peut-être, hein, voilà. Je ne dégrade pas l'arc-angélique parce qu'elle a une puissance, mais pour moi, je les mettrais
vraiment au même au niveau. même niveau. Ouais, voilà. Et là, on est sur vraiment une plante sauvage. Et pour moi, le sauvage est très puissant. D'accord. L'Angélique sylvestre, de L'Angélique quoi sylvestre. voudrais-tu nous parler d'autre? La berce. La berce, oui. La berce, la berce des prés. Déjà, en termes culinaires, pour moi, c'est un des meilleurs légumes sauvages qu'on puisse avoir, nous, en tout cas, autour de chez nous. Et dès que je fais un stage cuisine sauvage, s'il y a de la berce, c'est sûr que je vais l'utiliser. Déjà, pour ses qualités aromatiques, elle est alors moins puissante que l'impératoire, mais pareil, on peut la mettre. La semaine dernière, on l'a utilisée dans un risotto. On fait des petites sauces vertes avec. Déjà juste avec les feuilles et suivant comment les pétioles en fonction de la rigidité. Mais quand elles sont toutes jeunes, on peut les manger en salade. Quand c'est toutes jeunes feuilles. Après, quand la plante commence à se développer, on peut utiliser soit la tige, soit les pétioles, les peler, les manger comme ça. C'est ultra rafraîchissant. On peut faire des types dips avec. C'est ce goût de mêlée de carottes, céleri. Voilà, faut aimer. Mais c'est très aromatique. En tout cas, j'adore. C'est très rafraîchissant. On reste aussi de nouveau sur du tonique, hein. C'est des plantes, toniques digestives. Et déjà, juste de les manger, ça nous aide énormément, ça nous fortifie. Et on apporte beaucoup de nutriments. Et puis voilà, cette saveur aromatique. Moi, j'aime quand il y a de la saveur dans les plats. Et avec la berce, on est toujours gâté. Et ce qui est encore mieux par rapport aux autres, c'est qu'il n'y a quasi pas d'amertume. Donc, au stade où là, à l'automne, par exemple, on la cuisine, bon, on est obligé de la blanchir, donc passer dans une eau bouillante quelques minutes. Et cette eau, après, qui a gardé énormément de nutriments, elle n'est pas amère. Donc on la garde. Et là, l'autre fois, on l'a gardée pour faire notre bouillon de risotto. D'accord. Puis on a notre bouillon, on a tout gardé dedans. Et puis on l'utilise après. On rajoute en plus la berce qui a été blanchie dedans. Et là, on a une explosion de saveur en bouche. Ouais, tu me fais envie là. Oui. Puis après, on parlera des petits fruits, et semences qui, pareil, une saveur qui est différente, qui est plus saveur agrume, donc très 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 puissant. Et c'est là qu'on voit la puissance plus médicinale entre les fruits, semences et les racines. Voilà. C'est vrai que les racines, moi personnellement, je les cueille pas trop. Je sais pas pourquoi. Je préfère utiliser peut-être d'autres racines, mais les semences sont très intéressantes et on a vraiment une grande puissance. Et pareil, là, on peut les utiliser modérément, faire très attention, mais dans des petites sauces, utilise pour des rouleaux de printemps, des sauces rouleaux de printemps, où les mix dedans, on a une explosion de saveur aussi. Dans le sucré aussi, vu qu'il y a ce petit parfum d'agrumes. En sucré aussi, ouais. Sucré, salé, c'est... Quel petit dessert tu préparais, par exemple, avec les fruits de berce? Alors, ce qu'on peut faire, c'est typiquement, on peut les faire infuser dans un corps gras, et puis faire après, on peut faire une petite crème dessert. D'accord. Avec, ouais. Et le champ des possibles est assez grand, et puis il y a plein de tests à faire. Après, moi, j'invite toujours les personnes à faire des tests. Et ce que je trouve génial, c'est que dans les stages, des fois, il y a des personnes qui me font dire: ah, j'ai testé ça, c'est super et tout. Je fais: génial. Ouais, nouvelle manière de préparer. Voilà, c'est ça. Nous, ça nous donne des idées. Ça nous donne, voilà. Et toi, dans tes contacts avec des cuisiniers connus, parfois, tu as appris d'eux, ils ont appris de toi aussi au passage? Alors, ceux qui m'ont contacté, c'était surtout pour apprendre les plantes. Ouais. Et puis, ça arrive que du coup, on aimerait bien apprendre les plantes pour aller les cueillir. Bon, je sais que dans ma tête, à moi d'avoir vraiment un grand restaurant, c'est d'avoir le temps d'aller les chercher, ça prend du temps. Donc souvent, ils me disent: au final, tu peux peut-être nous les cueillir. Et puis, voilà, donc c'est souvent comme ça. Et c'est génial. Et c'est vrai qu'on a quand même une grande richesse pour ces plantes-là. Donc souvent, c'est des plantes comme la berce, l'ortie. On est sur l'ortie. La spirule odorante, notre vanille des bois. Ouais, tu la connais, hein. Ces plantes-là, la reine des prés, même faire attention avec les contre-indications, mais la reine des prés, une saveur très 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 puissante, qui en cuisine, moi je dis toujours, hein, on la fait jamais chauffer trop fort. Moi je coupe le feu à
à 50 degrés, je les laisse infuser dedans. Comme ça, on n'a pas trop l'amertume qui se développe. Si vous voulez utiliser un sucré dans un dessert, au moins, on rajoute pas trop de sucre pour casser l'amertume. Voilà, c'est ça, c'est tout à juger, en fait. L'alchimie c'est ça. de ces saveurs. Et ces petites baies rouges, là, parle-nous-en. Les baies de Sorbier et des Oiseleurs. Donc, il faut savoir qu'actuellement, l'automne, les baies rouges arrivent. Hein. Nous, actuellement, on a les cynorhodons, énormément. Cette année, on a beaucoup d'alises, de l'alisier blanc, hein, plutôt un arbre de montagne c'est une petite saveur sympa, on fait des compotés avec. Et c'est vrai que le Sorbier des Oiseleurs, tous ceux qui ont goûté, on dit c'est vrai que c'est très c'est une acidité, c'est astringent, donc déjà à manger comme ça, il faudrait vraiment pas en manger en quantité parce qu'après on aura des petits problèmes digestifs. Mais il n'y a pas trop de soucis, mais vraiment une saveur très spécifique. Par contre, derrière, il y a toute cette vitamine C qui est très intéressante. Hein, on l'utilisait contre le scorbut à l'époque. Hein. Et du coup, faut trouver des moyens de la préparer pour que ça passe bien. Et là, c'est vrai que préparer ces petites recettes d'apéritifs forestiers qu'on a dégusté ensemble. Qu'on en boit, c'est absolument délicieux. Donc, vas-y, explique-nous. Donc, donc, on les fait bouillir avec des baies de sureau. J'ai rajouté avec des sommités d'achillée millefeuille et des petites semences d'angélique. Si vous n'avez pas, vous mettez des semences de berce. Et voilà, on met un peu de sucrant. Enfin, on passe d'abord au moulin à légumes. Ensuite, on rajoute un petit peu de sucrant. Et puis là, on se met un tiers dans un verre, puis on rajoute avec 2 tiers d'eau gazeuse, par exemple. Puis on a un petit cocktail sans alcool, super sympa, très bon. On a le petite saveur de la sorbe, mais très léger, qui est pas envahissant dans le palais et qui passe super bien. Et après, là, on mêle les vertus des baies de sureau avec les sorbes. C'était vraiment délicieux. En fait, c'est très intéressant parce que tu démarres de fruits sauvages qui ont des goûts très particuliers et parfois pas très agréables si on y réfléchit. Mais avec le bon mélange, les bonnes combinaisons, on arrive à faire des préparations qui sont extrêmement élevées en principe nutritifs et très gourmandes en fait. C'est comme le vin de gentiane. Ouais. Le vin de gentiane, je fais mon vin de gentiane parce que pourquoi je disais, c'est une grande plante que pour moi est dans mon cœur. Et le vin de gentiane, il faut. Alors, pour vraiment un gentianophile, je montrerai des quantités un peu plus fortes, mais je l'ai fait tester dans des balades gourmandes, il y a plus de 300 personnes, et je veux vraiment pour faire découvrir cette plante. Et souvent, les gens disent trop amer, on n'en veut pas et tout. Et j'ai réussi à trouver les quantités vraiment à adapter pour que ça passe au grand public avec de l'orange, des oranges, enfin voilà, essayer de trouver les petites alchimies. Et pour la plupart, ça passait très très bien. Et voilà, c'était vraiment jongler, faire des tests. J'aime beaucoup moi aussi cette combinaison de plantes amères et de péricarpe des agrumes. Alors péricarpe, c'est le nom compliqué pour dire la peau des agrumes, l'écorce, surtout des oranges. Donc je récupère les peaux d'orange l'hiver, alors qualité bio bien sûr. J'enlève la partie blanche, si elle est très épaisse. Je les découpe en fines lamelles, je fais sécher et puis je les garde pour mélanger avec mes infusions, mes décoctions. Par exemple, j'aime beaucoup racines de pissenlit et écorce d'orange, ou alors infusion de camomille romaine avec écorce d'orange. Ça rajoute un goût qui me plaît beaucoup. Je combine aussi avec le romarin, je trouve que ça va très bien. En tout cas, cette boisson à base de petits fruits de couleur que tu nous avais préparée était vraiment délicieuse. D'ailleurs, en parlant de petits fruits sauvages, pendant notre balade d'hier dans la garrigue, on a vu des cynorhodons. Alors, ça te dit quoi au sujet de l'été qu'on a eu ? Ouais, déjà, j'ai eu du mal à les reconnaître. Ouais, c'est là qu'on voit la différence que vraiment une grosse chaleur que vous avez pu avoir chez vous. Alors que nous, même si on a eu de la sécheresse, quand on voit les cynorhodons qu'on a, pulpeux, dit waouh. Là, ceux que j'ai vus hier, c'était
calciné, cramé, calciné, c'était cramé, noir. On disait peut-être une concentration en vitamine C, mais voilà. Et c'est vrai que c'est vraiment dommage. Donc c'est pour ça, la chance d'avoir une nature très préservée. Et même si ça a été compliqué cette année, c'est vrai qu'il faut le reconnaître, ça a quand même été compliqué pour certaines plantes. On arrive à trouver des endroits un peu plus frais avec quand même une abondance de plantes et même fin août j'ai réussi à trouver ça et voilà, c'est pour ça que c'est important de montrer ces plantes, mais c'est pas que ça en fait. Si j'enchaîne là-dessus, c'est de préserver montrer l'importance de cette nature, comment on peut l'utiliser avec les précautions à prendre. On revenait sur les cueillettes, hein. Mais voilà, des fois il y a peut-être des gens qui vont pas les utiliser les plantes, mais juste montrer qu'on a une richesse qu'on doit la préserver. Et je fais de plus en plus de stages avec les enfants, et c'est eux l'avenir. Et quand je vois l'intérêt qu'ils ont, je suis impressionné. Et tout ça, peut-être pour finir par rapport à ma petite histoire, c'est que depuis que je suis très jeune, je suis assez impacté par tout ce qui se passe au niveau environnemental. Et je savais pas qu'est-ce que je pourrais faire. Je cherchais un métier, est-ce que je pars vraiment dans l'environnement, mais ça me parlait pas. Et j'ai mis longtemps, et le jour où je me suis lancé et que j'ai vu que je pouvais apporter des petites graines chez certaines personnes, peut-être faire changer 2-3 choses, je fais ouais, ça c'est un métier, mais c'est aussi c'était c'est un de mes objectifs dans ma vie, de pouvoir montrer la fragilité aussi de la nature et la protéger. C'est un très beau message que tu nous laisses. Je pense que ceci va parler à énormément de gens qui nous écoutent et qui se cherchent aussi, qui cherchent un rôle qui a du sens dans tous ces bouleversements qui sont en train de se produire. Donc merci Guillaume. Comment est-ce qu'on peut soutenir ton travail aujourd'hui ? Éventuellement, si vous êtes intéressé, vous pouvez suivre mes actualités. Je partage pas mal de recettes sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Nature en Conscience. Et également, j'ai un site internet, natureenconscience.com. On mettra un lien d'ailleurs vers ton site. Voilà, c'est ça, avec un petit lien avec une newsletter. Ouais. Alors, je fais pas beaucoup de newsletters, mais je mets un agenda avec mes dates d'activité. Et puis, je mets toujours une petite recette qui va avec. Voilà. Et puis, projet sans doute de peut-être faire des petites formations sur les plantes vraiment alpines. Ça parlera peut-être plus sur vraiment qui sont vers chez moi. Ouais. Voilà, termes culinaires, et puis montrer aussi un petit côté médicinal avec différentes préparations. Super, écoute, on va suivre ça avec attention. On espère te retrouver très bientôt dans tes montagnes pour tes sorties botaniques, tes ateliers. Je sais que tu fais aussi des animations pour les entreprises qui sont intéressées pour leurs employés. Donc voilà, merci de ce beau partage aujourd'hui. Ça a été un vrai plaisir d'échanger avec toi. Merci Christophe de m'avoir accueilli ici, chez toi, et puis pour ton ouverture, et puis de m'avoir permis de m'ouvrir dans ton monde aussi. Et ça, je suis très, très reconnaissant pour un petit jeune comme moi qui arrive. Eh bien, écoute, c'est apprécié par le vieux. À très bientôt. Merci. Ciao, ciao.